L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les anciens bâtonniers et bâtonnières, Mesdames, Messieurs les anciennes bâtonnières et anciens bâtonniers, Madame la bâtonnière, chère Julie, Monsieur le bâtonnier élu, cher Pierre, Madame la vice-bâtonnière élue, chère Vanessa, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. J'ai commencé mon vice-bâtonnat sur les ruines d'une poursuite disciplinaire entreprise par une autorité qui réclamait ma tête. En pleine tourmente disciplinaire, une avocate, qui deviendra ma bâtonnière, me proposait avec enthousiasme de partir en campagne avec elle pour le bâtonnat et le vice-bâtonnat. Mandat auquel je n'avais jamais songé et qui, heureusement, outre l'immense honneur qui m'était fait, présentait l'avantage au plan statutaire de me permettre de rester un électron libre. J'avais lourdement insisté auprès d'elle sur les poursuites disciplinaires dont j'étais l'objet. Elle y était restée très attentive, mais totalement convaincue de mon bon droit. Alors je n'ai pu résister à cette tentation. Je lui ai dit oui, et ma vie changea. C'était toi, chère Julie. Je garde en mémoire les mots d'audience magnifiques du bâtonnier Olivier Cousy en ma faveur, en la salle haute de notre bibliothèque chargée d'histoire le 25 juin 2020. À présent, je fais silence et vais m'asseoir à la place qui sera toujours la mienne, à côté des avocats. Et il y eut l'élection au premier tour à une forte majorité, 7757 voix. Ma date de naissance, en abrégé, 7757. Élection suivie du mandat. Et je suis entré dans notre mandat avec le procès fait à Thierry Herzog, une promesse pour avoir vécu la journée suffocante du 4 mars 2014. Comme je l'ai dit, lors de notre passage du bâton le 1er décembre 2021, j'y ai vu Hervé Temim plaider pour Thierry Herzog, après Jacqueline Lafont. Aérienne, délicate, exquise, j'insiste, et j'ai éprouvé le sentiment de l'absolu. Un instant magique, quasi irréel, qui incarne le don de soi pour l'autre jusqu'au bout de notre sacerdoce. Le propre de l'avocat est de s'approprier la vie de l'être qui se confie pour la refondre, la métamorphoser. Puis j'ai participé aux travaux de la commission Mattei, du nom du talentueux bâtonnier de Marseille, Dominique Mattei, à la demande du garde des Sceaux qui m'avait fait cette confiance et cet honneur. Avec nos confrères Hervé Temim, Bruno Rebstock, Jacqueline Lafont, Luc Febraro. Et j'ai commencé à découvrir une autre relation avec la magistrature et les services d'enquête, très constructive, par l'échange de nos réflexions, et ce fut passionnant. C'était au moment où le regretté bâtonnier Olivier Cousy nous faisait justement entrer dans la fonction plus tôt que prévu pour vivre le combat du sauvetage du secret professionnel en matière de secret du conseil et de la présence du bâtonnier en perquisition, jusqu'à descendre dans la rue et aller aux quatre coins de la France pour motiver les troupes en communion avec nos amis des barreaux de France. Et il y a eu la volonté de l'apaisement, exprimée tant par le bâtonnier Olivier Cousy que par Monsieur le procureur général, cher Rémy Yates, soucieux d'éviter une procédure extrêmement lourde avec un résultat qui serait au final sûrement aléatoire. Je m'approprie vos mots, je m'y suis discrètement associé. Pour citer Orwell,
Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et il est facile de voir chez l'avocat des paroles vexatoires, mais je concède volontiers qu'il est humainement difficile de déceler en soi la fusion de l'intérêt public et de l'intérêt privé avec son cortège de subjectivité ou d'objectivité qui font dérailler la fonction. C'est la leçon qu'il nous faut tirer du procès que l'institution judiciaire s'est fait à elle-même en cette salle. Et je n'oublie pas la perquisition à la chancellerie pratiquée par une armée impressionnante d'enquêteurs pour rien. Mais, par-delà les impressions d'audience traumatiques, par-delà l'acharnement des unes, des uns, des autres, il arrive que l'institution judiciaire sache réellement faire preuve d'élégance. Et à nouveau, ma vie changea. Vice-bâtonnier, mais ce fut l'apothéose, la sensation de la réception parmi les dieux, le sentiment des honneurs et des privilèges divins. En vérité, rien de tout ça. Plutôt, à l'heure de la prise de fonction, je ressentis la pression d'un puissant ventilateur, aux accélérations à faire pâlir de frayeur, avec l'angoisse chevillée au corps de ne pas travailler assez durement pour la défense des confrères, de ne pas travailler assez efficacement pour permettre une relation apaisée avec la magistrature. Sans la force de ma bâtonnière, chère Julie, je n'aurais jamais pu participer à cette reconstruction de la relation avocat-magistrat, incapable de m'abstraire de la posture guerrière du conflit péremptoire. Je vous parle donc de mes privilèges ressentis comme tels. Le privilège, hautement symbolique à mes yeux, d'assister, ès qualité de vice-bâtonnier, à l'installation des nouveaux magistrats du tribunal judiciaire de Paris, sous votre bienveillante présidence, cher Stéphane Noël, en particulier à l'installation de Monsieur le Président Serge Tournaire, doyen du pôle financier, en septembre 2022, à l'installation de Madame la vice-présidente Aude Burézy, en septembre 2023. Le privilège du dialogue utile pour résoudre les difficultés de l'audience, avec un remerciement particulier à Monsieur le Président Guillaume Daïef pour la qualité de nos rapports, après toutes ces longues années de présence en perquisition, pour son intelligence des situations à l'audience, comme je l'ai personnellement constaté. Alors voici venu, je l'espère, le temps des retrouvailles professionnelles, apaisées, désintéressées, désincarnées. Après l'épreuve, avec Julie, nous avons bien semé, et comme dit le poète breton Glenmore, toute bonne graine honore le semeur. Nous avons bien travaillé, en osmose constante, nous donnant l'un à l'autre le meilleur de nous-mêmes pour le bien commun de la défense de nos confrères. Nous sommes des bâtonniers et vice-bâtonniers de mission, jamais organes de pouvoir. Je ne crois pas aux avocats puissants et je n'ai jamais vu que des avocats si fragiles, pris au dépourvu par la puissance de l'intrusion au petit matin. Avec Julie, nous avons agi en osmose constante, qui fut un succès, notre réussite, alors que bâtonniers et vice-bâtonniers connaissent la difficulté de l'exercice, qui est aussi un sacerdoce et un don de soi, aux antipodes des égaux, toujours malicieusement placés. Alors, mes fonctions de vice-bâtonnier prennent fin et je suis venu vous dire que je m'en vais. Je le vis avec bonheur, vraiment. Mais comme avocat, plus que jamais, je reste pour défendre, comme tout avocat, comme n'importe quel secrétaire ou ancien secrétaire de la conférence. Et fait incroyable, c'est justement dans cette salle d'audience de la première chambre de la Cour que notre promotion de secrétaire de la conférence s'est réunie il y a presque 40 ans pour la remise du prix des secrétaires en 1984, lorsque j'étais premier secrétaire, avec cette idée d'une permanence de la défense envers et contre tout. Et je pense à Olivier Lagrave, deuxième secrétaire de la conférence, au bâtonnier Jean Castelin, 12e secrétaire de la conférence. Il nous faut sans cesse citer Robert Badinter,
La défense ne s'assume pas du bout des dents. Elle ne peut être que passion ou rien. Je reste car il y a l'après, c'est-à-dire le présent, donc demain. Demain, c'est devenir un ancien. Et me concernant, le temps passe. Mais qu'importe, puisque l'on prête aux anciens une apparence de sagesse immémoriale si séduisante qu'elle en est leur avenir. Demain, avec Pierre et Vanessa. Demain, avec le Conseil national des barreaux. Et je n'oublie pas la conférence des bâtonniers, toujours attentive, jamais loin pour se réunir régulièrement à Paris, à l'égard de laquelle je nourris la plus grande affection, que je connais bien, pour l'avoir fait profiter au cours des 10 dernières années de l'expérience de la contestation parisienne, à titre amical, à titre fraternel, pour le plaisir de partager et de nous enrichir simplement de nos expériences communes, pour nous nourrir de notre culture de l'engagement entre amis. J'exècre l'opportunisme. Je ne crois qu'aux convictions des bâtonniers déterminés à se battre pour la défense de nos garanties fondamentales, quelle que soit la saison. Demain, plus que jamais, avec notre volonté de défendre auprès des pouvoirs publics, voire contre les pouvoirs publics, le rôle fondamental de l'avocat, les droits de la défense, le secret professionnel avec précisément la présence de l'avocat de la défense en perquisition qui reste l'acte majeur de l'enquête. Car les difficultés demeurent. Pour renaître constamment de leurs cendres, et il nous faut sans cesse redoubler d'efforts pour les éradiquer. Julie, tu le sais si bien. Et je suis tellement heureux de l'arrivée à la tête de l'ordre d'un bâtonnier et d'une vice-bâtonnière porteurs d'une histoire incroyable. Et de combien de souffrances. Pierre, tu portes la mémoire de 2 génocides avec ta famille. Vanessa, tu portes une histoire qui, à mes yeux, est aussi un génocide. Vous portez le poids de plusieurs crimes contre l'humanité à vous 2. Pierre, je n'ai jamais oublié Serge, qui nous avait confié à Jérusalem en 2015 qu'il était un enfant caché. Je ne dis pas qu'il avait été, je dis qu'il était, car enfant caché, on le reste toute sa vie. Bâtonnier tu es, mais plus que jamais, cher Pierre, tu restes là où tu es. L'enfant d'un enfant caché, un enfant caché qui fuyait la mort, cet enfant spolié de son insouciance, privé de l'amour des siens, cet enfant qu'il n'a jamais pu être. Tu es son héritier. Quel symbole, quelle revanche sur l'histoire. Et il faudra bien que le monde s'adapte à notre évolution. Hoffmann, bâtonnier, à la tête du barreau de Paris, avec Dreyfus, premier secrétaire de la conférence. Il était temps. Mais restons vigilants, car l'antisémitisme est férocement en roue libre depuis le 7 octobre. Vanessa, première Guadeloupéenne à devenir vice-bâtonnière du barreau de Paris, titrait avec fierté France Antilles. Pierre et Vanessa, vous êtes des primus inter pares. Vous êtes de premier rang parmi vos pairs. J'ai connu Pierre et Vanessa comme membres du Conseil de l'ordre délégué du bâtonnier en perquisition. Des avocats formidables, fidèles, courageux, talentueux, dans l'exercice de leur art, celui de la défense de nos valeurs, et des avocats, dans les circonstances les plus dures, levés dès 5 heures et résistant au-delà de minuit. Bâtonnier, cher Pierre, chère Vanessa, vous le serez toujours et plus que jamais au service de tous les avocats, avec cette préoccupation permanente de la protection de nos valeurs essentielles, que l'on soit en déontologie, au disciplinaire ou en contestation de perquisition, pour que tout simplement existe la profession d'avocat. Alors je vous souhaite une belle réussite, accompagnée de 10 000 bonheurs. Chers amis, membres du Conseil de l'Ordre, vous m'avez rendu heureux. Vous avez été exceptionnels de travail, de talent, d'humanité et de dévouement, d'engagement unanime aussi pour l'Arménie martyrisée. Merci. Merci à Camille et à tous les délégués contestataires des perquisitions, tellement fiers de l'équipe des délégués. Merci à notre merveilleuse équipe de cabinet, Anne, notre exceptionnelle patronne de l'international, Delphine, notre rigoureuse directrice de la déontologie, Delphine, notre perfectionniste secrétaire du Conseil,
Marianne, notre plume géniale, aux multiples talents inspirés. Séphora, notre Sherpa qui veille sur tout. Stéphanie et Suade, gardienne de nos vies. Laurent, notre pote et notre mentor. Adrien, notre talent de la communication. Mathieu, le garant de nos relations publiques si essentielles. Aurore, si précieuse et méticuleuse à l'international. Théodore et Aurélia, merveilleux défenseurs des plus démunis à travers le BPS. Barreau de Paris Solidarité. Bruno, notre éminent conseiller. Julia aussi, qui a très largement contribué à nos succès. Et Sonia, sans qui je n'aurais pu exercer ma mission, infatigable, toujours disponible, gardienne de nos agendas, magicienne du quotidien, grâce à qui le vice-bâtonnier n'était plus jamais l'oublié du protocole. Merci, merci pour votre talent, votre patience et votre gentillesse aussi à mon égard. Vous allez toutes et tous nous manquer. Merci également à mon ami Julien Brochot, qui m'a tellement apporté au cours de ce mandat avec son intelligence affûtée des situations. Cher Julien, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, car tu le mérites. Et tu verras, je le sais, un jour, tu le seras. Merci à mes associés, Caroline, Renaud, Christophe, Francis. Désormais détachés parce que sénateurs, mais plus que jamais avocats, de m'avoir supporté et surtout de m'avoir porté au plus fort de l'épreuve disciplinaire jusqu'à ce jour sans jamais fléchir. Mes associés qui savent aussi que je suis là, très, très, très présent, pour faire front, pour faire face aux intempéries avec la force nécessaire. Mais nous aurons de beaux jours et des jours heureux. Merci à mon ami de 40 ans, cher Olivier Lagrave, si précieux, indispensable pour sa science en toute matière, son courage et sa fidélité. Merci à l'ami Pascal pour ses visions astrales fulgurantes depuis la nuit des temps. Merci à ma muse Maude, qui m'aime, que j'aime, qui m'éclaire et qui m'illumine avec son urgente volonté de vouloir réhumaniser le droit. Monsieur le bâtonnier, cher Pierre, Madame la vice-bâtonnière, chère Vanessa, vous pourrez compter sur moi. Madame la bâtonnière, ma chère Julie, je te dis avec force, à demain, car de nouveaux combats nous attendent, car le barreau, qui sait ce que tu as fait pour lui, a besoin de toi. Tu pourras compter sur moi. Monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les anciens bâtonniers, vice-bâtonniers et vice-bâtonnières, monsieur le vice-bâtonnier, cher Vincent, monsieur le bâtonnier élu, cher Pierre, madame la vice-bâtonnière élue, chère Vanessa, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Premier Président, et avec vous, Madame la Procureure Générale, représentée ce soir, pour votre accueil dans cette belle salle de la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Tirer sa révérence n'est pas chose aisée. Je le pressentais, mais je m'en suis véritablement rendu compte en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir. Après ces 2 très belles années où les rencontres, les aventures, les expériences se sont succédées à un rythme fou, par où commencer? J'ai hésité, j'ai tenté des choses et puis j'ai décidé de revenir à la case départ, à ce discours que j'avais prononcé devant vous il y a 2 ans, le premier soir de décembre.
Je l'ai relu et j'ai été heureuse de voir qu'en 2 ans, je n'avais pas tant changé ni dévié. Je crois toujours qu'il faut chaque jour, sans cesse, avoir le courage de la nuance, le courage de ses opinions et de ses choix aussi. Je crois toujours que le dialogue, le respect de l'autre et l'intelligence collective doivent concentrer nos efforts car ils font avancer le monde dans le bon sens. Il y a 2 ans, au moment d'attraper le bâton qu'Olivier Cousy s'apprêtait à me tendre, je vous avais dit qu'avec Vincent, en entrant en fonction, nous faisions un grand pari. Celui du temps long, de l'explication de la complexité du monde plutôt que de la posture, de la raison plutôt que de l'émotion, du droit plutôt que de la violence. Ce soir, puisque l'heure est au testament, je crois pouvoir vous dire que c'est un pari auquel nous sommes restés fidèles. C'est un pari relevé parce que, oui, nous avons poursuivi, sans faillir, ce qui devait l'être. Les avocats discriminés et les avocats harcelés nous ont trouvés à leur côté, comme nous nous y étions engagés. Nous souhaitions donner au jeune barreau le pouvoir de croire en son avenir et de tirer le meilleur de la collaboration, et nous nous sommes attelés à ce chantier avec cœur et détermination. Nous étions convaincus que nous avions les moyens de retisser une relation de confiance et des rapports constructifs avec les magistrats, et nous y avons mis toute notre énergie. Les magistrats, les résultats sont là. Les échanges que nous avons eus hier lors des 3e assises avocats-magistrats en sont, je crois, un très beau témoignage. Nous souhaitions que la voix de notre profession soit entendue, respectée, considérée, et pour cette raison, nous n'avons cessé de défendre l'état de droit, ici et ailleurs, exercer notre droit de visite dans les lieux de privation de liberté et négocier avec les pouvoirs publics, ouverts mais sans complaisance, pour rester libre, pour rester fort, parce que c'est à cette condition que notre société peut l'être, elle aussi. En somme, nous avons travaillé dur pour relever ce pari qui était aussi un grand défi. Mais vous, mes chères consoeurs, mes chers confrères, en êtes-vous bien convaincus ? Cette question, je vous la pose sans embâche parce que pendant ces 2 ans, nous avons été, et nous sommes encore pour quelques jours, aux responsabilités, mais surtout à votre service. Alors oui, j'ai envie que pour vous aussi, la note finale soit douce. Pour finir de vous convaincre, je pourrais vous raconter dans le détail tout ce que nous avons fait et ce qui me rend fier, mais il me semble avoir déjà dit l'essentiel lors de notre rentrée solennelle, et même si la répétition a ses vertus, je crois que vous avez eu votre compte à ce sujet. Je pourrais aussi évoquer mes regrets, mes déceptions, parce qu'il y en a forcément. Et parce que malgré le temps qui passe, je suis toujours cette fille du premier rang, celle qui pense qu'elle aurait pu mieux faire, qu'elle aurait dû mieux faire. Mais ce soir, je n'ai envie ni de me défendre, ni de m'excuser. Non, au fond, ce soir, à revers de ce que veut l'exercice, je n'ai pas envie de vous parler de moi, mais plutôt de vous. Tout simplement parce que si j'ai le sentiment que nous avons relevé le défi, c'est grâce à celles et ceux qui nous ont accompagnés. Grâce à elles, grâce à celles et ceux qui, sans mesurer leur ardeur, ont été à mes côtés, à nos côtés. À commencer, bien sûr, par mon Vince bâtonnier préféré, mon Vincent Gnoret personnel, éruptif, engagé, sensible, et comme je le dis depuis le début de l'aventure, à la capacité d'indignation intacte. Toi et moi, c'est la rencontre de l'eau et du feu. La réussite de notre binôme n'était pas totalement évidente, loin de là. Et pourtant, justement parce que nous sommes terriblement différents, mais que nous nous sommes toujours retrouvés sur l'essentiel, que nos fondamentaux sont les mêmes et que nous partageons ce même goût de la liberté, parce que nous n'avons jamais cherché à nous brider, à nous changer, ce fut une sacrée belle aventure. Une aventure qui n'aurait pas été la même sans une équipe talentueuse que je tiens à mon tour à remercier. Laurent, Adrien, Mathieu, Marianne, Séphora, Bruno, Delphine, Christian, Anne, Julien, Stéphanie, Sonia. Vincent vous a adressé des mots qui viennent du cœur. Croyez bien que je partage chacun d'entre eux. Je n'aurais pas dit mieux. J'ajouterai simplement que j'ai été très touchée à de très nombreuses reprises par le très grand professionnalisme des salariés et des avocats missionnés de l'ordre. Notre profession a de la chance, vraiment de la chance, de pouvoir compter sur des femmes et des hommes dévoués à notre cause, ne l'oublions jamais.
Par leur action quotidienne, ils perpétuent ce que nous sommes et ce que nous avons fait. Ils ont œuvré sous l'égide d'un homme d'une loyauté sans faille, le secrétaire général Olivier Lagrave, un grand commis de l'ordre, comme d'autres sont grands commis de l'État, dont la sagesse, l'exigence et la clairvoyance nous ont été d'un précieux soutien. Nous partagions une douleur, celle de la perte du bâtonnier Olivier Cousy, et je ne saurais jamais assez te remercier, cher Olivier, de nous avoir offert ton expérience et guidé avec délicatesse au moment de prendre sa suite. Les bâtonniers sont les maillons d'une même chaîne, une chaîne qui fait notre force parce qu'elle est aussi notre mémoire. Aux anciens bâtonniers, j'adresse ce soir l'un de mes seuls regrets. J'aurais aimé, j'aurais dû passer plus de temps à vos côtés. Mais mieux que quiconque, vous savez ce que ce mandat fait de nous, des hommes et des femmes pressés. Et si nous n'avions à nos côtés nos 42 soldats, qui sait ce qu'il resterait de nous à la fin ? À vous, mes chers membres du Conseil de l'Ordre qui avez siégé à nos côtés, je veux dire un grand merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre travail, merci pour votre soutien et votre énergie. Grâce à vous, j'emporte des souvenirs impérissables. On peut les applaudir. À nos deux secrétaires du Conseil, à Barthélemy Lemial, toujours chaleureux, curieux, jamais avare d'une idée originale ou d'un conseil avisé, mais non plus toujours d'un encouragement bienveillant, à Delphine Jaffard, qui se cache toujours, dont j'admire l'exceptionnelle force de travail, l'attention constante qu'elle porte aux autres, sa rigueur et son sourire, je veux dire ma gratitude et ma reconnaissance. Enfin, merci du fond du cœur à mon associée Pauline, qui pendant 2 ans a non seulement fait tourner notre cabinet d'une main de maître, mais lui a aussi permis de s'agrandir. Grâce à toi, grâce à vous aussi, Jeanne, Charlotte, Marine, Annick et Virginie, en attendant Grégoire et Alexandre, je n'ai aucune crainte pour l'avenir. Pour achever ce panorama de ceux à qui je dois d'avoir tenu jusqu'au bout de ce mandat, il y a ma famille qui se reconnaîtra, je sais ce que je lui dois. Une famille, c'est ce que je n'ai jamais cessé de chercher, de construire, parce que je suis convaincue que dans celle qui s'aime, il y a toujours une place qui reste, qui attend pour celui qui passe, pour celle qui est convaincue qu'ensemble on est plus fort. J'ai été adoptée par la famille UJA, puis par celle de droit et procédure. Désormais, je suis celle qui tend la place à un autre, dans une autre famille, cette fois celle des bâtonniers. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, cher Pierre, chère Vanessa. Je l'ai dit, les bâtonniers sont les maillons d'une même chaîne, une chaîne pluricentenaire dont l'histoire a éprouvé la force et la résistance. Chacun à notre tour, nous avons apporté notre pierre à l'institution. Certains ont protégé l'ordre, d'autres l'ont parfois mis en danger. Il y en a qui ont voulu faire la révolution des caves jusqu'aux cuisines, d'autres qui l'ont féminisé, internationalisé, réformé, modernisé. Je fais partie de cette dernière catégorie, les modernisateurs, comme toi, il me semble. Ces 6 mois que nous avons passés ensemble m'ont permis de découvrir tes envies, tes ambitions et tes doutes aussi. Tu sais que je serai là, tu sais que tu pourras compter sur moi. Car assurer la continuité de notre institution, de notre belle maison, c'est après tout la première, si ce n'est la plus grande de nos missions de bâtonnier. Alors ce soir, à quelques minutes maintenant de te tendre à mon tour le bâton, je n'ai plus que 2 choses à te dire, cher Pierre. D'abord, bonne chance, parce que ce sera formidable, mais ce ne sera pas une sinécure. Et ensuite, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Tu peux avoir confiance dans l'institution, confiance dans la profession, confiance dans nos confrères. Ils seront là, chaque jour, pour t'aiguiller, te soutenir, pour t'engueuler aussi, pour te rappeler en somme qu'envers et contre tout, bâtonnier est un sport de combat, un engagement de chaque instant. Mais jusqu'à présent, je n'en connais pas de plus beau. Alors force au droit et force aux avocats.
Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, auquel je renouvelle nos remerciements d'avoir permis que cette cérémonie se déroule en ces lieux. Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers et bâtonnières, Madame la bâtonnière, chère Julie, Monsieur le vice-bâtonnier, cher Vincent, Monsieur le bâtonnier élu, mon très cher Pierre, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. Merci infiniment à toutes et à tous d'être présents ce soir. Si notre tradition veut que les cérémonies de passation du bâton se déroulent dans notre bibliothèque de l'Ordre des avocats, cette bibliothèque à laquelle nous sommes si attachés parce qu'elle raconte notre histoire, conserve la mémoire de nos disparus et garde la flamme de la conférence, si ce soir nous faisons un pas de côté en prenant la parole dans cette salle imposante, cette première chambre de la Cour d'appel, nous n'en sommes, croyez-moi, pas moins émus. Car, rappelons-le, c'est ici que commencent toutes nos vies d'avocats. J'ai prêté serment en ces lieux le 12 janvier 2006, il y a bientôt 18 ans. C'est également ici qu'un 24 mars 2010, aux côtés de mes camarades de la conférence, j'ai organisé notre 10e séance du concours, une séance pour laquelle j'avais proposé aux candidats un sujet qui résonne particulièrement aujourd'hui. L'émotion a-t-elle pris le pouvoir ? Ce soir, je ne peux que vous répondre par l'affirmative. Oui, évidemment. En cet instant, l'émotion prend définitivement le pouvoir sur moi. J'ai eu l'honneur de représenter et de servir mes consoeurs et confrères en qualité de membre du Conseil de l'Ordre de 2019 à 2021, aux côtés de Madame la bâtonnier Marie-Aimée Perron et de Monsieur le vice-bâtonnier Basile Adair, que je salue, puis de Madame la vice-bâtonnière Nathalie Roret, aujourd'hui directrice de l'ENM, que je veux aussi saluer, et de notre regretté bâtonnier Olivier Cousy, pour lequel j'ai une pensée émue et particulière. Désormais, à quelques jours d'entrer en fonction, en qualité de vice-bâtonnière du barreau de Paris, tandis que je m'apprête à succéder à Madame la bâtonnière Julie Couturier et à Monsieur le vice-bâtonnier Vincent Gnorret, comment ne pas être ému ? Je ressens tout à la fois le poids de la fonction et l'immense tâche que constitue la succession de grands bâtonniers. Alors oui, ce soir, oui, je suis émue. Émue et reconnaissante aussi. Reconnaissante de cette période de transition harmonieuse que nous vous devons, chère Julie et cher Vincent. Merci à vous. Sans relâche, vous avez œuvré pour représenter et défendre notre barreau de la plus belle des manières qui soient, avec détermination et courage. Vous n'avez eu de cesse de contribuer à améliorer, même à réparer, la relation avocat-magistrat, cette relation si essentielle et pourtant encore parfois trop distendue. Dans ce domaine, soyez assurés qu'à notre tour, nous prendrons toute notre part. Convaincus que la cohésion de la famille judiciaire, cette famille que nous constituons ensemble, est une priorité. Julie, tu as mis dans la réalisation de cette mission le fort investissement qui te caractérise, mais aussi et surtout une incroyable volonté jamais contestée. Merci pour cela. Vincent, toi qui symbolises avec force la défense de la défense, toi qui as fait de la défense de l'avocat ton mantra, habité que tu es jour après jour, tel Sisyphe par ce combat, toujours recommencer, te succéder
est une responsabilité immense, mais surtout un honneur et une fierté extraordinaires. Merci Vincent d'avoir tant donné. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. L'émotion est également présente en pensant au chemin parcouru. Ce chemin, je le dois à des consoeurs et à des confrères qui m'ont permis de devenir celle que, modestement, je suis aujourd'hui. Vous l'avez compris, vous n'échapperez pas aux traditionnels remerciements, en commençant par le premier d'entre eux. Monsieur le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, mon très cher, mon si cher Pierre-Olivier. J'ai cherché le mot le plus juste pour vous qualifier. Un mentor, sans doute, mon mentor, très certainement. Mais à dire vrai, vous êtes bien plus que cela pour moi, une figure paternelle dans cette profession. Je suis arrivée avenue d'Iéna au mois de juin 2005 comme élève avocate pour un stage de 6 mois. J'ignorais alors les 10 belles années de collaboration que j'allais passer à vos côtés. Elle reste un modèle que je tente humblement de suivre aujourd'hui dans mon propre cabinet, avec 3 mots d'ordre: disponibilité, transmission et bienveillance. Merci encore d'être venu me chercher en 2018 et de m'avoir proposé de former ce magnifique binôme à vos côtés pour le Conseil de l'Ordre, d'avoir été persuadé avant moi que j'y avais ma place et que j'y serais utile. Ce soir, je pense également à mes 11 congénères et amis de la promotion 2010 de la conférence, à cette famille qui m'a ouvert ses portes. Emmanuel Ravanas, mon premier, mais également à César Grenassia, Guillaume Pellegrin, Thomas Heinz, Solène Le Tutour, Ki-Yoon Kim, Franck Fischer-Berthaud, Karim Makram Ebed, Zoé Royot, Yacine Yakouti et Eddy Arnoton. 13 années ont passé et le lien demeure, indéfectible. Une pensée toute particulière également pour mon père et ma fille de conférence, mes chers François-Pascal Géry et Véronica Camporo. Je sais ce que je vous dois à l'un et à l'autre. Quant à toi, Marianne Lecaux, avocate et amie extraordinaire, nous partageons nos bureaux depuis presque 6 ans. Quelle chance de t'avoir à mes côtés. Le chemin parcouru, c'est aussi celui de la campagne au bâtonnat. Une campagne longue de 18 mois, tellement riche de rencontres, de talents, de diversité, d'énergie et de joie. Vous qui avez composé nos équipes de campagne, vous qui étiez présents les dimanches matins, qui étiez au rendez-vous de nos groupes de travail, vous qui avez cru en nous, même lorsque notre candidature n'était qu'embryonnaire, lorsqu'elle n'évoquait encore que murmures et circonspection. C'est vous qui avez rendu cette soirée et ce bâtonnat à venir possible. Vous êtes nombreux et vous me pardonnerez de ne pouvoir vous citer tous. Je pense à Annabelle Bocara, Benjamin Pitchot, Élodie Mulon, Alexandre Moustardier, Laurence Mariani, Karen Noblinski, Alisa Gribmarki et à l'incontournable Emmanuel Hoffman. Vous aviez raison, l'échec n'est pas une option. Mais avant toute chose, je me tourne vers celui avec lequel je partage ma vie depuis près de 10 ans, Thomas Klotz. Merci d'avoir été à mes côtés dès la première seconde de ce projet, de ce combat, de cette aventure, avec ce qu'elle comprend de compromis et ce qu'elle prend sur notre vie et notre quotidien. D'avoir partagé mon enthousiasme,
sans la moindre réticence, le moindre frein. Tu ne sais sans doute pas assez à quel point j'admire ton humour, tes passions poussées à l'extrême, ta grande culture, l'artiste que tu es et que je ne serai jamais, et ta capacité à déplacer des montagnes. Je salue aussi Faustine Coppel et Ise Merzweiler pour vos collaborations à mes côtés. Sans oublier ma très chère Agathe Martin. Merci à toi pour la merveilleuse personne que tu es et pour ce que tu fais. Ton amitié me porte, tu es un don. Et je ne peux, hélas, conclure ces remerciements sans évoquer enfin deux soutiens de la première heure, deux immenses avocats qui nous avaient fait l'honneur de leur confiance et qui ne sont plus, Hervé Temim et Jean-Pierre Versini-Campincky. Monsieur le bâtonnier élu, mon très cher Pierre, je ne me lasse pas de t'appeler Monsieur le bâtonnier. Tu t'en souviens sans doute de cette question qui nous a souvent été posée pendant la campagne. Ne sommes-nous pas trop jeunes à 43 et 46 ans? Le barreau a répondu clairement. Il a fait le choix d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau, respectueux et reconnaissant de celles et ceux qui nous ont précédés. Mais un souffle nouveau d'engagement pour le barreau de Paris que nous aimons tant et auquel nous croyons si fort. Nous avons été portés par une envie irrépressible, celle d'ouvrir une porte pour qu'après nous, tout avocat puisse se dire qu'il a sa place, quel que soit son parcours, quel que soit son exercice, quel que soit son âge, aux plus hautes fonctions de notre ordre. Et en vous disant cela, en vous disant que cette campagne m'a conforté dans l'idée qu'il n'y a aucune barrière que l'on ne puisse franchir, eh bien, à cet instant précis, c'est à toi que je m'adresse, maman. Dans ce moment très particulier de la vie, de nos vies, je veux te dire à quel point je suis fière, tellement fière. Non pas de moi, mais de toi, qui a rendu possible ce jour si important pour notre famille. Arrivant seule, en ce mois froid et enneigé de décembre 1972, après avoir quitté pour la première fois la Guadeloupe, emplie d'espoir et de résilience, tu as fait preuve de courage, de détermination, de force et de droiture. Je ne sais pas si j'ai le 10e de ton courage, mais je crois pouvoir affirmer que tu m'as transmis ta détermination. Avancer toujours face à l'adversité, avancer toujours et ne rien s'interdire. Tu m'as élevée et accompagnée jusqu'à ce jour pour être, comme on le dit aux Antilles, une femme debout. Merci éternellement pour cela et pour tout le reste. Et debout, je le serai pour notre barreau. Oui, debout, car nous serons toujours prêts à nous élever pour faire entendre la voix des avocats du barreau de Paris. Au sein de cette première chambre de la Cour, nous ne prêtons pas serment ce soir, non. Et pourtant, nous nous engageons. Notre vocation est celle du combat, de la contestation, souvent, de la défense des droits, toujours. En cette période de basculement, de vacillement, où notre monde semble perdre ses repères, les démocraties ont plus que jamais besoin des avocats. Et pour cette raison, parce que ce n'est pas une gageure d'être avocat, de porter la voix des faibles et des puissants, d'assurer la défense des libertés et des droits humains, vous méritez, mes chers consoeurs, mes chers confrères, le plus grand respect. Vous méritez que l'on se batte pour la protection de notre secret, un secret sans lequel les droits de la défense deviennent une chimère et le citoyen laissé sans rempart. Alors oui, nous nous battrons
pour défendre notre raison d'être, autrement dit, pour défendre les justiciables. Cette défense des justiciables, elle passe d'ailleurs aussi par un engagement fort et quotidien du barreau de Paris au service de l'accès au droit et à la justice, lequel repose d'abord et avant tout sur des avocats volontaires qui font honneur à notre robe. Je pense ici à tous nos confrères et consoeurs déterminés qui assurent jour après jour les permanences, parfois jusqu'au bout de la nuit. Nous serons toujours attentifs et concernés par vos conditions d'exercice. Notre ordre mérite également que nous nous battions pour lui, pour ce qu'il est et ce qu'il représente, la garantie de notre autorégulation et donc de notre indépendance. À ce titre, je tiens à saluer chaleureusement nos consoeurs et confrères, membres du Conseil de l'Ordre, qui ont fait le choix de l'engagement au service de notre profession. Je me réjouis de travailler avec vous, bien consciente de votre investissement et de la charge que représente votre mandat. Évoquer l'ordre, c'est aussi adresser par avance à ses salariés et ses permanents, chaque jour au service des 34 000 avocats parisiens, un message de reconnaissance. Cet ordre, trop souvent perçu, observé avec défiance et suspicion, nous le voulons fort, nous le voulons efficace, au service de tous les avocats et confirmé dans ses essentielles fonctions régaliennes. D'abord en matière de déontologie. Nous nous devons de continuer à professionnaliser et moderniser le service de la déontologie, vitrine, s'il en est, de notre ordre. Chaque saisine en la matière doit impérativement donner lieu à une réponse efficiente dans un délai efficace. Nous nous y engageons. Nous voulons également un ordre proche de son barreau et ouvert et accessible. Dès janvier, nous serons donc, bâtonniers et vice-bâtonnières, 2 fois par mois, à votre disposition dans le cadre d'une permanence où nous recevrons celles et ceux de nos confrères et consoeurs qui souhaitent échanger directement. Nous vous le devons. Nous souhaitons aussi, en concertation avec notre consoeur Delphine Pujos, que je salue pour son travail essentiel, confier aux membres du Conseil de l'Ordre concernés la mission prioritaire d'ouvrir certaines commissions déontologiques aux avocates et avocats non élus, mais investis et concernés. Vous l'aurez compris, nous tenons à ce que notre ordre soit démocratique, ouvert et vivant. Et puis, nous devons tendre à l'exemplarité, en se montrant intransigeants face à toutes les discriminations et au harcèlement. Être avocat, ce n'est pas qu'une profession. Être avocat, c'est un état, c'est une conscience. Nul ne peut dès lors fouler aux pieds nos principes et nos valeurs cardinaux par des comportements indignes de notre robe. Nous aurons ainsi à cœur de mettre en œuvre des mesures essentielles à la promotion de l'égalité, telles que les signalements externes des déviances auprès d'un organisme indépendant qui permettra de faire cesser la peur de l'entre-soi, et la mise en œuvre de cabinets refuges ayant vocation à permettre l'accueil et l'exercice temporaire au sein de cabinets partenaires pour les situations les plus graves. Fiers de la liberté que nous revendiquons pour chacun dans la cité, nous, avocats, nous nous devons d'être un modèle social. Et à cet égard, nous devons également faire cesser une situation qui constitue un enjeu majeur pour notre profession. Trop d'avocats, et principalement des femmes, quittent nos rangs dans les premières années de leur exercice face à la mise en concurrence anachronique entre vie personnelle et vie professionnelle. Il est grand temps de créer un pôle dédié à la question. Il aura pour mission de mettre en œuvre des mesures fortes, comme assurer, pendant les congés parentalité et maternité, les renvois d'audience à des avocats missionnés à cette fin. Rendre possible la mise en place d'une crèche dédiée aux enfants des avocates et des avocats
afin que ce vœu pieux devienne enfin une réalité. Travaillez également à l'installation d'une garderie d'urgence au sein de la maison des avocats. Pour ne plus avoir à choisir entre la parentalité et l'exercice professionnel, entre la réussite et l'épanouissement, entre l'association et la maternité, ni même entre une grossesse et le bâtonnat. Car rien, absolument rien, ne justifie qu'encore en 2023, les femmes quittent majoritairement la profession pour des raisons extérieures à leurs seules ambitions. À ce stade de mon discours, permettez-moi une nouvelle incise personnelle et la dernière. Mon fils, mon Antonin, mon amour. Toi qui as vu le jour aux prémices de notre campagne bâtonnat et qui viens tout juste d'avoir 2 ans. D'aucuns ont pu susurrer, s'étonner, s'interroger sur la compatibilité d'une maternité naissante avec la cadence, la violence parfois, l'engagement inouï qu'exige une campagne. Est-ce bien raisonnable, m'a-t-on même objecté? Étonnante question, ne trouves-tu pas? Et pourtant, si tu as décidé de rythmer mes nuits selon ton propre tempo, tu as paradoxalement décuplé mon énergie. Sache que je ne sacrifie rien et ne sacrifierai rien de tes pas, de tes sourires, de tes matins. Car l'engagement ne rime pas nécessairement avec sacrifice. Et toi aussi, ma victoire, ma fille, mon aîné, mon souffle, mon amour. Sache que chaque combat, je le mène pour toi, pour la femme libre et forte que tu seras un jour. Je le mène pour vous. Mon engagement se nourrit de l'équilibre que je trouve à vos côtés, mais aussi aux côtés de votre sœur aînée, Ève. Ève que j'aime tout autant. Tu es armée pour tout accomplir. N'en doute pas un seul instant. Alors bien sûr que notre profession est exigeante, rigoureuse et parfois dure, disons-le, mais source de tant d'épanouissement, de tant de dépassement, comme peu de professions peuvent l'offrir. L'équilibre de nos vies à tous et à chacun est difficile à trouver, mais cet équilibre, nous devons tenter, et même plus, nous engager à le préserver. Dès l'école de formation du barreau, que j'aurai la chance de présider, nous montrerons aux 2000 élèves qu'ils peuvent, qu'ils doivent croire en l'avenir, en leur avenir. Tout est possible au sein de cette grande profession qui permet, par le droit, de porter haut ses idéaux, quels qu'ils soient. La présidence de l'école est pour moi une très grande fierté, tant j'attache d'importance à la destinée des élèves avocats. Le barreau n'est rien sans sa jeunesse. Et puis, notre engagement se tournera aussi au-delà de nos murs et de nos frontières. Le barreau de Paris occupe une place particulière dans le monde, du fait de son histoire, de l'influence acquise au fil des années. L'influence par le droit, j'y crois, nous y croyons profondément. Nous nous attacherons à entretenir cette particularité, notamment par l'organisation de campus internationaux qui contribueront à déployer notre droit continental et son attractivité et à développer, dans l'échange et la réciprocité, nos synergies avec nos confrères des différents continents. Monsieur le bâtonnier élu, mon très cher Pierre, vient le moment de m'adresser à toi, personnellement et publiquement. Mener cette campagne à tes côtés a été une aventure incroyable. Veiller à tes côtés à la destinée de notre barreau pour les 2 années à venir est un privilège. Nous avons fait le choix de partager les missions incombant à nos fonctions
de sorte que je serai en charge du pénal, de la déontologie et, vous l'avez compris, de l'école de formation des barreaux. Mais comme nous l'avons fait durant cette campagne, cette répartition des missions n'empêchera nullement la réflexion commune, le partage constant et la force mutuelle que nos échanges nous donnent toujours. Chers confrères, chères consoeurs, vous qui nous avez fait l'honneur de votre confiance, soyez assurés que nous serons là, debout, pour toujours porter la voix des avocats du barreau de Paris. Merci. Monsieur le député, monsieur le sénateur-maire, monsieur le Premier président, madame la procureure de la République, mesdames et messieurs les hauts magistrats, madame la bâtonnière, chère Julie, monsieur le vice-bâtonnier, cher Vincent, mesdames et messieurs les anciens bâtonniers et bâtonnières, mesdames et messieurs les hautes personnalités, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, j'ai fait le plus dur. Tu ne peux pas gagner si ton discours de passation n'est pas déjà prêt dans ta tête. Voici comment un ami s'adressait à moi quelques semaines avant l'élection. Depuis, cette confidence m'a hanté des nuits. Alors bien sûr, quelques jours après la victoire, tout était écrit dans ma tête. Et puis la rentrée est arrivée. Cette rentrée si difficile, si particulière. Et je me suis retrouvé face à un insondable trou noir. Il fallait tout repenser parce que le monde que nous connaissions avait chaviré sous nos yeux. Le fonctionnement démocratique de nos sociétés, le projet de paix perpétuelle, le respect de l'état de droit, notre capacité à vivre ensemble jusqu'au crépuscule du « aimez-vous les uns les autres », cette douce mélodie chantonnée depuis ma naissance était soudain devenue cruellement dissonante. Tout était remis en cause. Nos repères s'effondraient sous nos yeux. Alors, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, je crois. J'ai fait avocat. Parce que être avocat, c'est chaque jour s'adapter, se remettre en cause, affronter l'obstacle, oui l'obstacle, et non des moindres aujourd'hui, puisque c'est la remise en cause de notre état de droit et des valeurs essentielles. Alors j'ai repris la plume, j'ai imaginé ce moment où je me retrouverai devant vous, et je me suis retrouvé face à un autre obstacle. Mais où est donc passée notre bibliothèque ? Ce symbole de notre barreau, de notre ordre, comme tu l'as dit, Vanessa, ce lieu symbolique de nos événements et de nos vies. Et si ce n'est pas en son sein, alors où et comment prononcer ce discours ? La première chambre de la Cour, évidemment. Rassurez-vous, mesdames et messieurs les magistrats, le barreau de Paris n'est pas venu ici annexer cette salle d'audience historique. Et rassurez-vous, chers consoeurs et chers confrères, nous ne sommes pas non plus faire une déclaration d'allégeance à la magistrature. Nous resterons toujours ces avocats contestataires, réfractaires quand il le faut,
libres et indépendants, bref, des avocats. Nous sommes ici réunis, les uns comme les autres, chacun à notre place, parce que notre devoir, c'est de protéger nos familles respectives. Mais à la fin de la journée, comme à la fin d'un match ou d'un débat rugueux, notre devoir, c'est aussi de nous retrouver. Car l'état de droit repose en grande partie sur nos épaules, et c'est notre devoir sacré de protéger et de le défendre. Je l'ai dit souvent ici lorsque j'ai été membre du Conseil de l'Ordre, lorsque je présentais aux futurs consoeurs et aux futurs confrères à prêter serment ici dans ces lieux, je leur rappelais ce qu'était un avocat. Un avocat, c'est un engagement perpétuel pour l'autre, mais c'est bien souvent ce qui en fait sa noblesse et sa principale difficulté, un combat contre soi-même. C'est pour cela que je suis convaincu qu'il manque deux notions essentielles à notre serment, le courage et l'humilité. La remise en question fait partie intégrante de notre cheminement. Ce n'est pas à nous qu'appartiennent les certitudes, c'est en revanche avec humilité et conviction que nous exerçons notre métier. Vous le savez, on peut tout gagner et tout perdre dans une même journée. La pratique, c'est elle aussi qui nous apprend à savoir dire non quand notre indépendance est menacée. J'ai observé, chère Julie, pendant cette transition récente, comme il est simple d'annoncer une bonne nouvelle, alors que l'inverse est si difficile. Un avocat doit avoir le courage de dire la vérité à ses interlocuteurs et surtout à soi-même. Et il en va de même pour un bâtonnier. Nous vous devons un discours de courage, de réalisme et d'ambition aussi. Ces dernières années, par la force des crises et des grèves, notre profession a traversé beaucoup de tourbillons. Elle a changé de tribunal, changé de quartier et jusqu'à sa façon même de communiquer. Elle s'est adaptée aux technologies de l'information, elle a vu croître sa population et évoluer sa pratique quotidienne. Malgré ces secousses, malgré parfois un sentiment de déclassement pour certains, elle s'est réinventée et les perspectives sont immenses. De ces expériences, je ne retiens qu'une seule leçon. Nous nous sommes toujours relevés et nous pouvons être fiers de notre robe, même si on ne la porte pas tous les jours, quand ce n'est pas jamais. Et ce soir, alors que je m'apprête à recevoir le bâton qui symbolise toutes les avocates et tous les avocats de notre barreau, à devenir votre bâtonnier, je veux vous dire quelque chose de très simple. Nous affronterons les tempêtes et nous protégerons notre famille unie et unique de 34 000 membres, coûte que coûte. Et c'est la raison pour laquelle je prends ce soir ce premier engagement devant vous. Le barreau de Paris ne sera pas silencieux face aux événements, aux tempêtes et aux joies qui sont devant nous. Il aura une voix forte, une voix ferme, parce que les enjeux sont beaucoup trop importants. Sur le plan politique, nous renforcerons le travail des affaires publiques et le maillage auprès des élus. Avec le Conseil de l'Ordre et l'ensemble des éminents spécialistes de notre barreau, nous reprendrons place au cœur de la cité dans la continuité de notre prédécesseur. Nous anticiperons les réformes et nous n'hésiterons pas à critiquer des mesures qui iront à l'encontre de notre état de droit, à l'encontre de l'intérêt du justiciable et de notre état de droit. Nous ne ferons pas dans l'angélisme. Nous veillerons à ce que des précautions soient prises afin que l'exception ne devienne jamais la norme. Sur le plan économique, et navré pour l'anglicisme dans ces lieux, nous serons pro-business. Je n'ai rien contre les débats d'idées, les conférences et les colloques, bien au contraire, mais je suis convaincu que notre premier devoir, c'est de protéger la marque Paris, donc de permettre, en fonction des spécialités, le développement et le rayonnement de notre barreau. Son savoir-faire, ses qualités, ses membres sont reconnus dans le monde entier. Nous allons libérer les énergies, pour reprendre les mots de notre confrère
Carbon de 16 et notre consoeur Benjamin Fiedler, auquel je rends hommage, comme à l'ensemble de nos compétiteurs. Nous organiserons des rencontres économiques entre avocats, mais également avec les juristes d'entreprise et la Chambre de commerce et d'industrie. Je suis convaincu que nous devons être de plus en plus présents dans le monde de l'entreprise. Nous développerons tous les outils nécessaires pour aider les avocats dans leur conquête de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Et pour ça, il faut avoir le courage et la force de porter les réformes attendues par la profession et par nos clients. Nous devrons réformer le pacte de quota litis, dont la formule paraît désuète dans le monde du XXIe siècle, réformer la rémunération de l'apport d'affaires, et à l'heure où nos plus jeunes partent sans se retourner après quelques années d'exercice, ce qui est à mes yeux un crève-cœur, nous devrons nécessairement améliorer les passerelles avec le monde de l'entreprise. Et sur ce point précis, je veux vous dire ce que je crois. Si nous ne prenons pas nos destins en main, nous n'avancerons pas. Je viens du monde de la propriété intellectuelle et les conseils en propriété industrielle ont gagné du terrain. Nous pouvons les féliciter, mais nous rappeler surtout qu'il n'appartient qu'à nous à partir à la conquête de ce que nous souhaitons être et devenir. Tout en protégeant notre profession, nous veillerons à être prospectifs, agiles, habiles et très réactifs. D'autant que, à l'époque où nous vivons, un outil est devant nous. Il est porteur d'une révolution dans notre profession, supprimant des pans entiers d'activités grâce auxquels nous vivons, mais assurant aussi la création de nouveaux métiers. Cet outil, c'est l'intelligence artificielle, à l'évolution de laquelle nous serons attentifs et dont nous souhaitons accompagner pour chaque avocate et chaque avocat la généralisation et l'usage dans le monde du droit. Face à lui et face à son potentiel, nous ne pouvons pas rester passifs. L'action est notre seule option. Notre devoir est de protéger les 34 000 et d'offrir un outil performant et à moindre coût à l'ensemble du barreau. En lien avec la commission numérique, prospective et l'incubateur du barreau de Paris, nous travaillons déjà pour que demain, l'IA soit accessible à tous. Nous serons en effet des cost-killers au service de nos confrères et de nos consoeurs. Nous formerons chacun en conséquence tant aux nouveaux outils qu'aux méthodes. Nos modes d'exercice ont évolué. Plaider, c'est bien. Transiger, c'est peut-être mieux. Les modes amiables de règlement des litiges constituent d'importantes sources de revenus pour les avocats. Nous développerons donc les formations en la matière afin que le barreau de Paris soit en pointe sur toutes les questions amiables. Je crois profondément que l'amiable est une clé essentielle de la bonne conduite de la justice du XXIe siècle. Être pragmatique, accompagner cette révolution silencieuse pour en être les bénéficiaires plutôt que les victimes. Dans la continuité de nos prédécesseurs, chère Julie, cher Vincent, nous continuerons à œuvrer avec les magistrats. Nous allons privilégier les rencontres par spécialité, par chambre, dans les salles d'audience elles-mêmes. Cette cérémonie en est le digne symbole et, par-delà le bonheur de se retrouver dans le respect du protocole, nous souhaitons aussi privilégier les formats plus réduits qui sont gages de réussite. Remettre de l'humain au centre, favoriser le contact, résume la philosophie qui sera la nôtre avec les greffiers, les parquetiers et les magistrats. Ce qui ne nous empêchera pas d'être d'une fermeté exemplaire en matière de respect du secret professionnel, mon cher Vincent. Nous protégerons le secret professionnel partout et tout le temps. Comme tu l'as dit, Madame la vice-bâtonnière, élue, celui-ci est malmené depuis des années et notre droit interne n'a pas toujours été d'un grand secours avec des distinctions entre conseil et contentieux que je ne peux me résoudre à accepter. C'est la raison pour laquelle, au nom du barreau de Paris, nous formerons systématiquement des recours devant les juridictions européennes en étroite collaboration avec la délégation des barreaux de France. Nous interpellerons aussi notre gouvernement dans le cadre de la prochaine campagne pour les élections européennes. Enfin, Paris, place de droit, ou plus précisément
Paris, place de pratique de droit, sera une vitrine pour l'international. Dès l'année prochaine, nous reprendrons les voyages à l'international accompagnés d'avocats parisiens, avec toujours comme objectif de stimuler le développement économique par le droit. Voilà ce qui est de nos chantiers et de nos combats que nous mènerons en vos noms, mes chers consoeurs, mes chers confrères, durant les 2 prochaines années. Si nous en avons désormais le pouvoir, c'est grâce à vos suffrages, bien sûr, et je ne remercierai jamais assez ceux qui nous ont aidés. Il peut y avoir un côté parfois un peu désuet et convenu à vouloir remercier. Ils sont pourtant déterminants dans notre cheminement personnel et professionnel, et finalement, ce que nous souhaitons défendre et organiser pour notre barreau. Je tiens à remercier en premier lieu notre bâtonnière, Julie Couturier. Cela va vous paraître surprenant, mais nous nous sommes véritablement connus qu'après notre élection. Cette période de transition a permis une belle rencontre, de celles qui sont inattendues, et c'est la beauté de la vie. Sans trahir évidemment nos secrets, nous étions d'accord sur tout. Merci de nous avoir accueillis avec bienveillance et de nous avoir si bien accompagnés pendant cette campagne, cette transition plutôt. Lapsus. Quant à toi, cher Vincent Gnorret, j'aime tes colères, ta spontanéité, ta franchise. Pour reprendre les mots du bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, Vincent, quand tu plaides, pourquoi tu gueules? Tu ne gueules pas, tu es simplement avocat. Ce qui fait de toi l'homme que tu es, et je n'ai pas honte de le dire publiquement, je t'aime comme un frère. Tu laisses à Vanessa les perquisitions, et tu peux me faire confiance, je veillerai sur notre amour commun pour l'Arménie. Aux anciens bâtonniers, j'adresse un message simple. Chers amis, nous souhaitons plus que jamais continuer à bénéficier de votre expérience. Notre ordre est une famille et nous avons besoin de vous, de votre compétence et de vos conseils. Chacun a sa place spécifique. J'ai besoin d'entendre cette petite phrase qui me remettra les pieds sur terre. Tu sais, Pierre, quand j'étais bâtonnier. Il y aura forcément des grincements de dents dans les attributions, la part du chef revenant évidemment au bâtonnier Castelin, qui sera en charge des menus culinaires de notre barreau. Le bâtonnier Sûr, quant à lui, sera notre architecte. Il lui incombera la tâche immense de réfléchir à l'avenir de notre ancien palais quand nous retrouverons notre bibliothèque, notre salle du conseil et le fameux bureau du bâtonnier. Nous souhaitons en faire un lieu de mémoire, un musée de notre barreau, ce lien de transmission intergénérationnelle si important pour les générations futures. Et, pardonnez-moi de ne pas tous vous citer, je vais commettre ma première faute diplomatique de mon mandat. Je remercie également nos équipes de campagne, Vanessa, tu les as citées, qui nous ont littéralement portés pendant 18 mois. Nous n'oublierons jamais les espoirs que vous avez placés en nous et les devoirs qui nous incombent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas terminé. On compte sur vous le lundi 1er janvier dès 7 h du matin pour la distribution des chocolats aux permanenciers du jour de l'an. Sans un cabinet, vous ne pouvez pas gagner. Je n'avais pas seulement un cabinet à mes côtés, mais une formidable tribu. Olivia, Margot, Delphine, Candice, Marine, cette victoire est la vôtre. Et surtout, n'oubliez pas de facturer. Et toi, ma sœur Emmanuelle, sans qui jamais cette aventure n'aurait été possible.
Garde bien les clés du 26, elles sont magiques. J'aurai besoin de toi et de notre frère Olivier pendant les 2 prochaines années. Et comme je parle de famille, je me tourne désormais vers toi, ma chère Vanessa, Madame la vice-bâtonnière élue. Vanessa, pourquoi donc es-tu arrivée dans ma vie en frappant à la porte du 26 de l'avenue Kléber? Sans toi, rien n'aurait été possible. Que l'on nous comprenne bien, nous ne faisons qu'un. Et jamais je n'aurais été candidat si ce n'avait pas été avec toi à mes côtés. J'admire tes qualités humaines, ta conviction, ta droiture, ton sens de la synthèse aussi et tes audios de 8 minutes de moyenne. Il est donc inutile de parler à l'un en essayant de contourner l'autre. Nous sommes unis, nous sommes alliés. Et si l'un de nous deux prend une décision, l'autre s'y tiendra. Nous sommes liés. Nous travaillons ensemble, toujours unis, avec la bénédiction de nos moitiés. Parlons-en justement de nos moitiés. Ma femme Karine, je t'ai connue dans un club de vacances il y a 23 ans. Tout nous séparait sur le papier. Et pourtant, nous n'avons jamais pu vivre l'un sans l'autre. Je peux le dire maintenant publiquement, puisque l'élection est passée, si je ne t'avais pas connu, je serais certainement aujourd'hui chef de village dans un club méditerranéen. Tu m'as fait les plus beaux des cadeaux. Un fils que j'admire, Charles. Tu comprends tout et je n'ai pas le 10e de tes capacités. J'aime tes valeurs, ton sens de l'engagement. Je sais que tu accompliras avec succès ce que tu décideras d'entreprendre. Je suis tellement fier de toi. Quant à toi, ma chère Victoire, tu es ma faiblesse. Je ne craindrai pas d'affronter une assemblée générale du CNB. Pour ce qui est de t'affronter, toi, c'est une autre histoire. J'aime ta pugnacité, ta volonté, ta force. Tu serais une redoutable consoeur. Mais tu choisiras ta voie et je suis certain que tu excelleras. Enfin, ce soir, j'ai évidemment une pensée émue pour les absents. Comment ne pas évoquer la mémoire du bâtonnier Olivier Cousy? Il avait la science du vent et en bon marin, trouvait toujours le cap par temps difficile. Je pense souvent à lui et en ce jour si particulier, il me manque, comme il manque à nous tous, cruellement. Il eut son départ, mais malheureusement pas seulement. Notre barreau a perdu ces dernières années de très grandes personnalités, comme l'a rappelé si brillamment notre premier secrétaire, Jean-Baptiste Riolacci, lors de son discours de rentrée. En 2003, en terminant mon dernier stage dans un cabinet anglo-saxon, j'ai rencontré un homme bougon qui a changé le cours de mon existence. Jean-Louis Pelletier m'a fait confiance, m'a insufflé cette force de continuer, d'avancer toujours. Il m'a aussi donné le meilleur conseil que l'on puisse offrir à un avocat qui débute et qui se résume à cette phrase. Un conseil pour mes assises demain? Vous plaiderez debout, en robe et en français. Ma mère, qui nous a quittés en septembre et qui s'est battue plus de 9 années contre cette terrible maladie. Tu as tenu pendant cette campagne. Tu étais le courage incarné. Le jour de la victoire, tu étais la première à publier sur les réseaux sociaux « Mon fils Pierre Hoffman, élu bâtonnier de Paris ». Et tu te vantais d'avoir plus de likes sur les réseaux sociaux que moi. Ton souvenir est gravé dans ma mémoire. Évoquer ma mère, c'est vous offrir une part de moi. Mais au fond, ce qui forge une personnalité,
ce sont aussi les secrets. Ceux que l'on conserve et ceux qu'enfin on l'accepte de porter au grand jour, à la lumière vive de la vie et au regard de tous. Je crois avoir toujours été un homme libre. Je n'aime pas les certitudes, l'arrogance, les meutes, et je n'idolâtre personne, à une exception près, mon père. Il est temps aujourd'hui pourtant d'évoquer sa mémoire. Sa plus grande qualité était de rendre les gens importants, disait-on de lui. Comment résumer en 10 mots les milliers de messages de tristesse apprenant sa disparition? La dernière fois que je me suis rendu chez lui, j'étais incapable de récupérer quoi que ce soit, sauf un symbole, son armure. Cette robe, ta robe. Je m'étais promis qu'un jour sacré, je pourrais la revêtir, que je la mériterais. Je la porte pour la première fois de ma vie aujourd'hui et espère m'en montrer toujours digne. Nous avons 2 années devant nous pour remettre plus d'humanité dans nos liens, pour prôner la force de l'engagement et du collectif. Ensemble, avec notre Conseil de l'Ordre, ces 42 membres fantastiques, nous allons œuvrer pour notre barreau. C'est pour cela qu'avant de conclure, je voudrais adresser un message particulier à notre jeune barreau et aux jeunes arrivants. Il y aura toujours des doutes, des « c'était mieux avant » et des Cassandres pour vous décourager. Ne les écoutez pas. Avancez. Croyez-en mon expérience. Il y a 2 ans, avec Vanessa, nous écoutions les discours de Julie et de Vincent au dernier rang de la bibliothèque. Avec Vanessa, nous avions fait le serment que nous serions les prochains. Nous y croyions d'une manière indéfectible, et pourtant rien n'était écrit. Ce n'était pas notre tour, le bon tempo ou je ne sais quoi encore. Et depuis, grâce à cette campagne, nous avons tellement avancé. C'est la raison pour laquelle les plus jeunes qui prêtent serment dans cette salle, engagez-vous dans les associations, les syndicats, la conférence, au badminton du Palais, aux amateurs du chocolat du tribunal. Et si vous ne trouvez pas d'affinité avec l'existant, créez. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes une famille. Personne ne doit rester sur le côté de la route, nous avancerons ensemble. Le mot de la fin sera la maxime de notre mandat. Les portes s'ouvriront à ceux qui oseront les fracasser. Nous étions, ma chère Valérie, 44 candidats au Conseil de l'Ordre en 2015 quand je me suis présenté. Quand nous céderons les rênes et reprendrons le chemin de nos cabinets, j'espère que nous aurons réussi à ouvrir grand les portes de notre institution et à vous transmettre, mes chères consoeurs, mes chers confrères, la foi. Je vous remercie.
le barreau de Paris n'est pas ingrat. Nous nous retrouvons à la maison du barreau pour prendre un verre et plus si affinité. Je fais quoi de ça? À qui je fais quoi de ça?